Parmi tous les clichés qui peuvent exister sur les développeurs, l'un des plus coriaces est le suivant. Les développeurs, ou les personnes qui travaillent en général dans l'informatique, ne font pas de bons séducteurs, et encore moins de bons petits amis. Hygiène douteuse, introversion quasi maladive, on peut pas dire que la figure du développeur soit la plus ressemblante à la description de l'homme idéal du 21e siècle. Avec toutes les fenêtres qui sont ouvertes sur ton ordinateur, ça va faire un sacré courant d'air. Je pourrais tomber dans le clientélisme et vous expliquer que tout cela n'est que foutaise, une pile de clichés en fait véhiculés par le cinéma, parfaitement malhonnête et injuste envers notre communauté. J'aime pas la démagogie donc... Mais bon, entre nous, si vous avez déjà mis les pieds dans une école d'info au mois de juin, vous savez parfaitement à l'odeur que vous n'êtes pas entré au paradis des mal alpha séducteurs. Si les épreuves de programmation intensive s'appellent des piscines, c'est pas une métaphore de je sais pas quoi, de l'immersion dans le grand bain de l'informatique, c'est juste la meilleure façon de décrire le taux d'humidité dans l'air en fait. Cela dit, maintenant qu'on est d'accord sur le fait que ce portrait peu flatteur, bien qu'exagéré, ne vienne pas de nulle part, je me demande à quel point il joue sur la psychologie des gens, à quel point le fait de savoir que quelqu'un est développeur influe sur son attractivité perçue. Autrement dit, est-ce qu'on est définitivement destiné à galérer dans la compétition amoureuse et sexuelle? Vaste question. Pour tenter de trouver une réponse à cette question qui me brûle, je pourrais aller voir des filles, leur demander leur avis, ou plutôt leur faire noter des profils, sans leur dire ce qu'on est en train de mesurer pour éviter les biais. Mais c'est loin d'être optimal. Il faudrait un échantillon suffisamment grand, il faudrait déjà que j'en connaisse plusieurs. On rappelle que mon activité préférée c'est ça. Sinon, éventuellement, je pourrais demander aux très nombreuses filles qui font partie de mon audience et qui me regardent actuellement. C'est faux, bien entendu. Est-ce que ce serait pas justement l'occasion de résoudre cette question avec une méthodologie de nerd? On va aller sur l'appli où tout le monde cherche l'amour et lui faire le travail à notre place. Vous le saviez déjà, on va faire un bot pour Tinder. Après mûre réflexion, voici mon idée. On va créer une paire de comptes qui seront parfaitement identiques, à une exception près, l'intitulé du post. Oui, sur Tinder, on peut mettre le travail qu'on fait. Dans un cas, on va mettre développeur ou quelque chose du style. Dans l'autre, on mettra rien. Les photos sont pareilles, les centres d'intérêt sont pareils, la bio est pareille. Il y a vraiment juste un truc qui change. On va même faire plusieurs paires en fait pour avoir des données un petit peu moins random. On va voir combien on arrive à en faire, mais dans l'idéal, il en faudrait au moins 5. On fait vivre ces comptes tranquillement pendant quelques temps et on regarde combien de likes ils ont obtenu. A priori, ça devrait nous permettre de voir si on observe une tendance. Est-ce que les profils où il y a la mention développeur ont en moyenne moins de likes tout en essayant de lisser au mieux la variance? Cette expérience n'est pas du tout faite avec une rigueur scientifique. Donc prenez les résultats avec vraiment des pincettes géantes. Par contre, je n'ai actuellement pas la moindre idée de comment on va faire ça pour être honnête. Je connais juste à peu près le principe de fonctionnement de Tinder, enfin comme tout le monde. Donc on va commencer par défricher un petit peu le terme. Instant culture. Apparemment, Tinder, c'est une société qui existe depuis 2012. Leur version payante, elle, existe depuis 2015. Et en 2020, accrochez-vous, ils ont enregistré 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires. En cherchant des informations croustillantes à vous rapporter, je suis tombé sur une histoire absolument formidable. En 2015, il y a un hacker du nom de catfish.sh, qui a trouvé une vulnérabilité dans l'appli. Et il l'a utilisée à très bon escient. Le gars a mis en relation des hommes entre eux en leur faisant croire qu'ils discutaient chacun avec une femme. Il a piégé plus de 10 000 personnes comme ça. Et il a publié les conversations les plus drôles anonymement sur son site. Ça ressemble à ça. C'est absolument du génie. Bon, je ne peux pas vous le montrer, mais vraiment, si vous si vous vous faites chier, faut aller voir ça, c'est incroyable. Voilà, c'était une petite info pendant mes recherches qui m'a fait marrer. Alors, par contre, première bonne nouvelle, il semblerait qu'il y ait une version web parfaitement fonctionnelle de Tinder et complète. On aime bien ça en général parce que ça nous évite de nous battre avec une application native. Si vous avez vu ma vidéo sur Uber Eats, vous savez à quel point ça peut être une horreur. Et en me baladant sur l'interface, je me suis rendu compte qu'elle est vraiment d'une simplicité déconcertante. On peut même tout faire plus ou moins au clavier, ce qui va nous intéresser pas mal pour la suite. Je découvre aussi que les petits malins de chez Tinder ont glissé un petit easter egg des familles seulement sur la version pour ordi. Sur le clic d'un bouton, il y a ce qui pourrait ressembler à une feuille de calcul qui apparaît. On va dire que c'est un panic button si vous êtes pris sur le fait. Ah non, mais parce que là je range mes icônes bien et tout, bien propre. Tout ceci m'a donné une idée. On va procéder différemment de ce que j'avais prévu. Que je vous explique. Les web apps, c'est comme ça qu'on appelle ça, fonctionnent de la façon suivante. Quand vous allez sur l'URL, le navigateur envoie une requête au serveur et reçoit d'abord l'app. Donc l'interface, les boutons, la logique, etc. Bref, le contenant. Et quand cette appli est chargée, elle envoie elle-même des requêtes pour recevoir des données ou pour effectuer des actions. Changer un paramètre, swiper un profil, etc. Donc le contenu. Ça peut s'observer très simplement sur n'importe
n'importe quel navigateur dans l'onglet réseau de la console développeur. Le truc qui fait peur, mais un des outils les plus puissants au monde, je tiens à le rappeler. Donc on peut y voir toutes les requêtes qui sont envoyées et reçues par la page en temps réel. Bon, habituellement, on aurait observé ces requêtes et on aurait essayé de répliquer entièrement le fonctionnement de l'appli, notamment l'authentification. Il faut comprendre comment elle fonctionne, quels sont les champs nécessaires, etc. Dans cette recherche, je suis bien placé pour le savoir, on ne vous facilite pas la vie, bien entendu. C'est pas comme si vous travailliez sur un truc qui était fait pour des développeurs. C'est d'ailleurs très probablement interdit dans les contrats qu'on signe à l'ouverture d'un compte. Par conséquent, on ne vous donne jamais d'indices. Les erreurs sont souvent extrêmement floues, c'est même probablement fait exprès. Il faut procéder par tâtonnement, il y a de quoi péter les câbles. L'avantage certain de cette méthode, c'est la performance. Une fois que vous avez bien galéré à comprendre comment vous identifier ou envoyer une requête pour effectuer telle action, vous pouvez carrément vous passer du navigateur en fait, ou du téléphone si c'était un téléphone. Bah oui, parce qu'il sert que pour nous. Si vous enlevez l'interface, mais que vous conservez exactement les mêmes échanges de requêtes, pour Tinder, pour le serveur, absolument rien n'a changé. Donc de notre côté, c'est vachement moins joli. Par contre, c'est 1000 fois plus léger. Et ça, on aime. Et bah tout ça là, on va pas le faire. Je vais utiliser une autre méthode, plus simple en théorie. Il existe ce qu'on appelle des navigateurs programmables. Ils sont spécialement conçus pour être utilisés par un programme informatique. On peut citer Selenium par exemple ou Puppeteer. Avec ça, vous pouvez faire tout ce qu'un humain pourrait faire avec un navigateur, mais avec des lignes de code, voire même plus en fait. Ouvrir un onglet, aller sur un site, remplir un formulaire, cliquer sur un bouton, tout ça peut avoir lieu en une fraction de seconde. Des choses plus complexes aussi, créer un PDF à partir d'une page web, intercepter et modifier les requêtes en temps réel. Bref, ce sont des outils vraiment très complets. Et ce qui est fascinant, c'est qu'ils peuvent être utilisés avec une interface, comme un navigateur normal. C'est souvent utile pour débugger quelque chose, mais c'est pas obligatoire. Il y a un mode headless, donc sans tête. On voit absolument rien. L'interface n'est même pas dessinée, mais ça marche, tout pareil. Les outils dont je vous parle, ce sont pas du tout des petits projets. Puppeteer, c'est environ 2,3 millions de téléchargements chaque semaine. Alors, est-ce que ça veut dire que tout le monde s'est soudainement pris de passion pour faire des bots débiles comme moi? Malheureusement, non. En fait, ces outils ont énormément d'applications hyper utiles pour tester son produit, pour faire du scrapping, le fait de récupérer sauvagement des données sur un site, pour créer des visuels à partir de pages web, etc., etc. Utiliser un outil de ce genre pour notre robot, c'est une philosophie assez différente de ce que j'avais pu faire avant. Faisons une analogie. Si vous voulez connecter une lampe de chevet, vous pouvez la démonter, comprendre comment elle fonctionne et envoyer le bon signal électrique au bon endroit. Ou alors, vous pouvez faire un petit robot avec un bras articulé qui appuie sur le bouton. Et ne rigolez pas, Hardisk a ça dans son bureau. C'est con, mais j'ai dû acheter un petit robot qui appuie sur le bouton power. Quand j'allume le matin, il faut que le petit robot appuie sur power, sinon la lampe reste éteinte, tu vois. Assez convaincu par cette idée de petit robot qui. Non, mais en fait, je pensais me moquer et j'ai fait. Bon. Non, mais honnêtement, hein, quand il l'a reçu, on s'est un peu tous foutus de sa gueule. Est-ce que ça marche? Ça fait un bruit, ça fait. Il y a une méthode qui est plus crade que l'autre, mais a priori un peu plus simple aussi. Du coup, c'est parti. On va utiliser Puppeteer pour notre projet. Je dis ça, mais j'ai encore jamais utilisé ce truc, donc on va improviser. On va déjà commencer par faire simple. Charger le site et prendre une capture d'écran. Et ça, c'est 2 lignes. Yes. Easy. Faites que tout le reste soit aussi simple. Nope. Et bah ça a été court. Déjà cliquer sur le bouton se connecter, c'est un poil plus compliqué. Vous savez, les éléments sur la page, on leur donne souvent un moyen de les identifier facilement. Un petit surnom quoi. Et bah pas là, voilà. Tinder, nul. Un peu relou, mais on se débrouille. On se débrouille. Bon par contre, je galère vraiment sur la connexion là. Donc ce que je vous propose, c'est que pour l'instant, on met ça de côté. Je vais me connecter à la main et on verra plus tard. Une bonne méthodologie de travail. Bref, oui, c'est demain. Tous les trucs que j'ai à faire, je les remets à demain. Ok, ça c'est vraiment intéressant. Il y a un moyen d'envoyer des touches de clavier à la page. Évidemment, j'ai envie de dire, mais ça va nous être très utile. Parce que comme Tinder a été fait pour être utilisé avec 3 doigts, pour minimiser l'effort musculaire tout en maximisant les shoots de dopamine que vous recevez dans votre canapé, bah, on aura juste à envoyer les bonnes touches. Ça nous évite notamment d'avoir à chercher les boutons dans l'interface. Pas visuellement, je les vois, mais avec le code, ouais, quand même. Par contre, j'ai un souci beaucoup plus concret. Je peux pas utiliser des photos de moi, vu que je suis une superstar planétaire, ça risquerait de biaiser mon étude. Mais très sérieusement, je sais pas du tout à qui faire appel. Je vois que Jean, mais pas sûr du tout qu'il accepte. Et puis, je suis pas vraiment sûr qu'il soit crédible comme développeur. Après, j'ai pas vraiment d'autres idées, donc on va tenter. Yo. Ça va du coup, t'es chaud, mec? T'es une star? J'aime pas quand tu vois les trucs comme ça, c'est que je vais me faire douillir. Non, pas du tout. Au contraire, tu vois, on va tous pouvoir admirer ton joli minois. Tu veux faire quoi? Tu veux faire un bot Tinder? Oui, du coup, c'est bon. Bah vas-y. Yes. Utilise mon image comme tu veux, espèce d'escroc. Mais tu comprends, si je me mets moi, ça va fausser le résultat. Oui, bah du coup, mets-moi moins, vas-y, fais-toi kiffer. Est-ce que tu peux m'envoyer des belles photos? Ok, vas-y, je t'envoie ça. Merci, déjà. Mais tu bosses dessus là, en ce moment même? Oui. Yes.
Bon, j'ai un problème. Jean est beaucoup trop beau gosse. Regardez-moi ça là. Vous avez vu comment il a l'air gentil? Ça va fausser tous les résultats, c'est la cata. Le truc c'est que j'ai pas d'autre option parce que ça doit pas être quelqu'un de connu. Mais en même temps, ça doit être quelqu'un qui s'en fout d'apparaître dans des vidéos de youtubeurs. Ce qui fait un petit échantillon. Première vraie mauvaise nouvelle. Il semble que le site de Tinder soit parfaitement au courant que j'utilise un outil d'automatisation et qu'il me ferme la porte au nez concrètement. Visiblement, c'est le cas de la plupart des sites qui ont un peu de protection anti-spam. Donc Puppeteer ne doit pas être vraiment fait pour de la discrétion. Et là, ça nous bloque complètement pour le coup parce qu'on peut même pas accéder au service quoi. Mais en même temps, j'ai pas du tout envie de changer parce que je viens tout juste de commencer quoi. Cela dit, c'est le meilleur moment pour changer. Ah, il semble que je ne sois pas le seul à avoir ce problème et à vouloir échapper aux détections, sans blague. Des gens ont travaillé sur un module qui s'appelle Puppeteer Stealth Plugin. Stealth, c'est la furtivité. Donc c'est censé masquer toutes les traces suspectes. Donc maintenant qu'on a mis notre capuche, ce qu'on veut faire, c'est simuler une activité relativement crédible d'un utilisateur. On va tantôt liker le profil, tantôt décliner. Là, j'ai mis une chance sur deux. Bien que je crois pas que ce soit un comportement vraiment représentatif de la jante masculine sur Tinder. On va mettre des temps de pause aléatoires aussi pour essayer d'avoir les actions les moins suspectes possibles. Parce que s'il y a 32 likes par seconde, c'est-à-dire que je suis très musclé du doigt ou que je suis un bot. Swiper comme un humain, c'est bien, mais il faut comptabiliser un peu tout ce qui se passe pour pouvoir comparer correctement les résultats. Donc, on va compter les likes et les dislikes. Mais le problème, car c'est un problème, si je compte le nombre de fois que j'appuie sur la touche, c'est pas une donnée fiable du tout. Je m'explique. Parfois, par exemple, Tinder affiche une pop-up pour qu'on achète un truc. Tiens donc, vous êtes en train de me dire que tout ceci n'existerait que pour isoler des hommes en détresse amoureuse et les rétribuer d'une réussite sociale temporaire, illusoire et addictive à chaque fois qu'ils payent? Non. Pardon. Donc, les pop-up, ça bloque les commandes. Pareil, si j'appuie sur la touche et qu'il y a un problème de connexion, ça marchera pas, etc. Donc en fait, si on veut être certain que le like a bien été effectué, il faut attendre la réponse du serveur. Et là seulement, on compte. Et franchement, je suis assez abasourdi à quel point faire ça, c'est simple, cet outil est génial. Il s'est passé quelque chose d'assez relou. Mine de rien, je fais des tests et encore des tests. Et il semble que j'ai épuisé le nombre de likes gratuits auxquels j'ai accès. Je pourrais faire de nouveaux comptes, mais c'est assez pénible. Du coup, je pensais pas dire ça un jour, mais je vais prendre, attention, un abonnement Tinder Plus. Ok. Alors je sais, ça sonne un petit peu ridicule, mais vous vous rendez compte jusqu'où je suis prêt à aller pour ces concepts débiles? Je dois probablement faire le seul métier du monde où j'ai un budget Tinder. Mais maintenant que j'ai plus cette limitation, je peux avancer tranquille. Et le bot est maintenant capable de se connecter, de swiper des profils en évitant les milliards de pop-up, de récupérer le nombre de likes qui ont été obtenus depuis la création du compte et de rentrer tout ça proprement dans une feuille de calcul. C'est bon, j'ai ma procédure pour un utilisateur. Il me faut maintenant créer des comptes en masse. Et sur ce point, pour tout vous dire, je pensais que ce serait une partie de plaisir et que ça me prendrait 10 minutes. Autant vous dire que je me suis fourré le doigt dans l'œil jusqu'au... En fait, il semble que je sois pas le seul plaisantin à vouloir utiliser un bot sur Tinder et que ces derniers semblent particulièrement tatillons. Ils me demandent des vérifications par SMS tout le temps. Heureusement, je peux utiliser plusieurs fois le même numéro pour plusieurs comptes, mais j'ai quand même été obligé de louer quelques numéros temporaires sur on-off. Je dis ça en rigolant, mais ça me fout un somme pas possible. C'est un véritable jeu du chat et de la souris. J'essaye d'être le plus discret possible, mais à chaque fois, je me fais détecter. Donc je croise les doigts pour pas me prendre cette affreuse pop-up. Veuillez confirmer votre numéro et je me la prends. À la preuve, je lance. Ok, voilà. Génial. Charge. Login. Et voilà. Ça c'est pas cool. Il faut savoir que quand vous faites un bot, une vérification par SMS, c'est probablement le pire truc qui puisse vous arriver. Il existe des services, bien sûr, il y a toujours des services pour faire tout, qui vous permettent de recevoir un SMS sur un numéro temporaire. Mais ça coûte une blinde, genre 2 € le message. Et ça fait mal. J'ai bien réfléchi, il y a plusieurs choses qui pourraient expliquer que Tinder me suspecte. De trop nombreux comptes utilisés avec une même adresse IP, les mêmes numéros utilisés pour passer les vérifications de trop de comptes, et le tout sur un intervalle de temps trop court. Mais je ne m'avoue pas vaincu. Si c'est comme ça, on va être obligé d'utiliser l'artillerie lourde. Un truc bien connu de tous les gens qui font des trucs louches, les proxys résidentiels. Pour la faire courte, actuellement, Tinder voit une adresse IP, la mienne, qui les bombarde de demandes en tout genre. Créer des comptes, se connecter, faire des likes, c'est franchement assez louche. Si bien que je leur en veux même pas d'être méchants avec moi. Un proxy, ça va permettre d'envoyer ces requêtes par un autre endroit. Si je veux créer 10 comptes et que j'estime que Tinder va trouver sa louche à partir de 2, il va falloir que je trouve 5 proxys. Résidentiel, ça veut dire que ce sont des adresses IP de particuliers. Le bon vieil abonnement chez Free par exemple. Parce que si la connexion vient d'un data center, ça va me coûter certes beaucoup moins cher, mais ce sera détecté à 10 000 km par tous les gros sites parce que leur adresse IP est prévisible. Enfin, on va pas rentrer dans les détails. Donc ça va augmenter un petit peu l'enveloppe de ce projet, mais en utilisant des proxys que j'ai déjà, je m'en sors pas trop mal. C'est magique de ouf. Je ne fais rien. Je ne touche pas le clavier. Ça bouge.
tellement stylé. En faisant mes tests, je me suis aperçu de quelque chose de très étrange. Quand vous ouvrez un nouveau compte Tinder, on vous présente assez rapidement un premier profil pour vous mettre dans le bain. Intuitivement, je me disais que ce serait jamais le même. Vu le nombre de gens sur l'appli, ce serait très improbable, non? Et ben en fait, c'est tout le contraire. Sur les dizaines de comptes que j'ai ouverts, à plusieurs jours d'intervalle, c'était presque toujours la même personne. Dans tout Paris, j'ai dû en voir en vrai 2 en tout. Étrange, non? Et ben après avoir lu un peu sur le sujet, c'est en fait pas très étonnant. Quand vous ouvrez un compte Tinder, l'appli fait tout pour vous faire rester et vous montrer le plus de profils attractifs. Ça va changer ensuite, bien entendu. Sinon, vous ne payeriez jamais. Mais on se doute que le tout premier profil est particulièrement intéressant, qu'il est minutieusement choisi par l'algorithme et donc qu'il apparaît sur mes 10 comptes et probablement sur des milliers d'autres qui ont été fraîchement créés. C'est ouf, non? Sur ce, il est temps de passer à l'ultime étape de ce projet. On va lancer les bots, laisser mijoter tout ça et découvrir ensemble le résultat. J'ai trop hâte. One eternity later. Donc, normalement, les bots ont eu leur petite vie. Pendant une semaine, ils ont été présentés à la jante féminine parisienne. Donc, ont-elles préféré les développeurs? Les ont-elles ignorés? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite dans un magnifique tableau récapitulatif. Mais juste avant, je vous rappelle que vous devriez vraiment aller vous abonner à la chaîne d'Underscore. On va bientôt faire une expérience marrante à base de régie automatique et vous risqueriez de manquer ça. Ce serait triste. Trêve de bavardage, mesdames et messieurs. Les résultats de l'expérience. Je dois vous avouer que j'étais vraiment étonné. Je m'attendais à une différence bien plus significative. Les profils qui avaient la mention développeur ont en moyenne obtenu 2,3% de likes en moins. Et vu la taille de mon échantillon, je pense même pas qu'on puisse dire que c'est statistiquement significatif. Ça peut tout à fait être expliqué par la variance. Le résultat n'est certes pas celui auquel je m'attendais, mais je suis quand même très satisfait par les données parce qu'elles sont franchement assez cohérentes. En fait, le nombre de likes entre les comptes est assez proche par paire, ce qui est logique puisque elles correspondent à des comptes presque identiques. Parce qu'il y aurait pu potentiellement y avoir des données complètement invraisemblables dans un sens et dans l'autre, mais là non. On peut donc conclure de cette expérience très peu scientifique que le métier de développeur ne constitue pas en lui-même un désavantage pour séduire.